2005. Chirac et Schröder annoncent en fanfare un Google européen, des centaines de millions d'euros, deux gouvernements, un grand consortium. 8 ans plus tard, le projet s'éteint sans avoir produit le moindre moteur de recherche. Et le mois dernier, l'Europe vient de remettre une pièce dans la machine. Épisode Europa, le modèle d'IA public de l'Europe. Chapitre 1. Ce que Bruxelles a décidé le 19 juin. Un modèle public, ouvert, en 24 langues, et un air de déjà-vu qui inquiète. Le 19 juin, la Commission européenne tranche. Elle choisit un consortium baptisé Europa, mené par une entreprise italienne, Domine, pour bâtir un modèle d'intelligence artificielle de pointe. 3 traits le distinguent de tout ce qu'on connaît. D'abord, il sera public, financé par l'argent de l'Union et entraîné sur ses supercalculateurs. Ensuite, il sera ouvert, ses poids librement téléchargeables, à rebours des modèles fermés d'OpenAI ou de Google. Enfin, et c'est le plus singulier, il devra parler les 24 langues officielles de l'Union, du portugais au maltais. Selon la Commission, le modèle dépassera 400 milliards de paramètres et le consortium recevra un accès pouvant aller jusqu'à 2,5% de la capacité des supercalculateurs publics européens pendant un an. La livraison est promise sous un an. Et ces supercalculateurs existent déjà. L'Union vient d'allumer en Allemagne sa première machine de classe hexaflopique, baptisée Jupiter, capable d'1 milliard de milliards d'opérations par seconde. Europa pourra donc s'entraîner sans attendre qu'on bâtisse l'infrastructure. La méthode, elle aussi, détonne. Au lieu d'écrire un chèque à un champion désigné d'avance, Bruxelles a lancé en février un concours, le Frontier AI Grand Challenge, et choisi le gagnant sur dossier. Le marché a été bouclé en moins de 5 mois, ce qui pour l'Union tient presque du miracle administratif. La presse européenne relève aussi un détail juridique. Le modèle sera conforme au règlement européen sur l'intelligence artificielle dès le premier jour, ce qu'aucun concurrent étranger ne peut garantir. Pourquoi cette soudaine urgence ? Parce que le sol a bougé sous les pieds de l'Europe. Elle a vu, ce mois-ci, un laboratoire américain couper aux étrangers l'accès à ses modèles les plus puissants. Dans le même temps, la Chine inondait le monde de modèles ouverts, performants et presque gratuits. Coincée entre un allié qui ferme la porte et un rival qui brade la sienne, l'Europe a fait un constat brutal. En propre, elle ne possède presque rien. Jusqu'ici, son seul vrai champion était une entreprise privée, le français Mistral. Europa est le pari complémentaire, celui de la puissance publique. Le pari est lourd de sens. Si Europa réussit, l'Europe disposera enfin d'un cerveau numérique qui lui appartient, qu'aucun gouvernement étranger ne pourra lui retirer du jour au lendemain. Si elle échoue, elle aura prouvé une fois de plus qu'elle excelle à écrire des chèques et à rédiger des communiqués, mais peine à livrer des produits que le monde adopte. Entre les deux, il n'y a guère de demi-mesure, parce qu'un modèle d'intelligence artificielle qui prend du retard ne se rattrape pas, il se périme. Sur le papier, tout respire la modernité. Un bien commun numérique, ouvert, multilingue, pensé pour les chercheurs, les entreprises et les administrations du continent. Et pourtant, l'annonce réveille un souvenir gênant chez quiconque a un peu de mémoire. Car l'Europe a déjà tenté, plusieurs fois, de fabriquer son champion sur commande publique. Le résultat n'a pas toujours été glorieux. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'intention est bonne, elle l'est. Elle porte sur la forme. Un modèle public et multilingue, est-ce l'infrastructure que personne d'autre ne bâtira, ou le énième champion de comité qui arrivera trop tard ? Pour y répondre, il faut rouvrir un dossier que Bruxelles préférerait oublier. Chapitre 2. Le fantôme de Quaero. L'Europe a déjà voulu son champion sur commande. On se souvient surtout du gâchis. Rembobinons jusqu'en 2005. Cette année-là, le président français Jacques Chirac et le chancelier allemand Gerhard Schröder lancent Quaero, un projet franco-allemand qui doit offrir à l'Europe son moteur de recherche face à un Google encore jeune mais déjà menaçant. L'ambition est immense, le verbe est haut. La France engage, à elle seule, près de 99 millions d'euros, validés par la Commission en 2008, et réunit autour de la table un consortium d'industriels et de laboratoires. Et puis la mécanique se grippe. Les ingénieurs français rêvent d'un moteur multimédia, capable de fouiller l'image et le son. Leurs partenaires allemands veulent un moteur de texte plus sobre, plus immédiat. Faute d'accord sur la nature même du produit, l'Allemagne claque la porte et part développer son propre programme, rebaptisé Théséus. Le tandem se défait avant d'avoir rien produit. Quaero survit quelques années côté français, saupoudre ses budgets entre une dizaine d'acteurs, puis s'éteint sans bruit en 2013. Le bilan tient en une phrase, des centaines de millions d'euros engloutis et pas l'ombre d'un moteur de recherche que le grand public aurait un jour utilisé. Quaero n'est pas un accident isolé, c'est le symptôme d'une maladie ancienne,
celle du champion fabriqué par décision politique. On la connaît depuis le plan calcul, lancé par De Gaulle en 1966 pour doter la France d'une informatique souveraine. Une société nationale fut créée de toutes pièces, gavée d'argent public, avant d'être fondue, une décennie plus tard, dans un ensemble passé sous contrôle américain. Et l'histoire est si tenace qu'elle s'est répétée tout récemment. Le projet Gaia X, lancé en 2019 par la France et l'Allemagne pour offrir un cloud souverain européen, s'est enlisé dans les réunions, a fini par accueillir les géants américains qu'il devait concurrencer et reste, des années plus tard, une promesse plus qu'un produit. Le scénario se répète avec une régularité troublante. Une annonce solennelle, 2 ou 3 États qui se partagent le gâteau, des objectifs qui divergent dès que l'argent est sur la table, et un produit qui arrive après la bataille, quand le marché s'est déjà refermé ailleurs. Ce qui tue ces projets, ce n'est presque jamais la technique. C'est la gouvernance par comité où chaque pays défend son industriel national, la dispersion des budgets saupoudrés pour contenter tout le monde, et par-dessus tout le temps politique, qui se compte en années quand l'industrie, elle, se compte en mois. L'Europe sait pourtant réussir quand elle s'y tient. Airbus, né d'une coopération improbable, a fini par détrôner Boeing. La différence avec Chiero ne tient pas au génie, mais à la constance dans la durée. Alors, qu'est-ce qui pourrait, cette fois, pencher du bon côté ? Plusieurs choses n'existaient pas du temps de Chiero. La méthode du concours a écarté le comité de nations rivales au profit d'un acteur unique, capable de décider vite. Surtout, le format ouvert offre un filet de sécurité, puisque n'importe qui pourra reprendre le modèle si le projet officiel s'enlise. Et l'urgence, enfin, n'a jamais été aussi tangible. L'Europe vient de mesurer dans sa chair ce que coûte la dépendance. Restera à transformer ses atouts en produits, cette marche que l'Union a si souvent ratée. Voilà le fantôme qui plane sur Europa, et il pose une question simple, presque cruelle. Qu'est-ce qui cette fois serait vraiment différent ? Le format ouvert, la méthode du concours, suffiront-ils à conjurer le sort ? Ou retrouvera-t-on dans 2 ans un communiqué poli annonçant que le modèle, certes livré dans les temps, n'intéresse finalement personne ? Chapitre 3. La langue comme bien public. Aucun marché ne fera jamais l'estonien. C'est peut-être là que tout se joue. Et si justement ce qui ressemble à une faiblesse était la vraie raison d'être du projet ? Reprenons la condition la plus étrange de l'appel d'offres, les 24 langues. Un modèle américain ou chinois soigne l'anglais, le mandarin, l'espagnol, parce que ce sont d'immenses marchés. Personne dans la Silicon Valley ne perdra une nuit de sommeil sur la qualité du modèle en maltais, parlé par moins d'1 demi-million de personnes, ou en estonien, ou en letton. Ces langues-là ne sont pas rentables. Le marché, laissé à lui-même, les laissera glisser vers un service de seconde zone, approximatif et mal entraîné. Or, une langue n'est pas un produit comme un autre. C'est le support d'un droit, celui de s'adresser à son administration, à son juge ou à son médecin dans ses propres mots. Imaginez un patient estonien qui décrit ses symptômes à une intelligence artificielle médicale, ou un agriculteur letton qui remplit en ligne un dossier d'aide européen. Si le modèle ne maîtrise leur langue qu'à moitié, ce n'est plus un détail de confort, c'est une inégalité devant le droit, réservée aux peuples trop petits pour intéresser un marché. Voilà pourquoi la clause des 24 langues n'est pas une lubie bureaucratique. C'est peut-être la seule justification vraiment solide du projet, celle qu'aucune entreprise privée ne revendiquera jamais à sa place. La presse européenne ne s'y est pas trompée. Elle lit la clause des 24 langues comme une question de citoyenneté, pas de marketing. Et c'est là que l'analogie change tout. Les économistes ont un nom pour ces choses précieuses que le marché ne fournit jamais, parce qu'elles servent tout le monde sans qu'on puisse en faire payer personne. On les appelle des biens publics. Le phare qui éclaire tous les navires sans présenter de facture. La route de montagne qu'aucun péage ne rentabilisera jamais. On a tiré le chemin de fer jusque dans des vallées reculées où nulle compagnie privée n'aurait posé de rails. Le service public de l'audiovisuel relève de la même logique, lui qui finance des émissions dans des langues minoritaires qu'aucune chaîne commerciale ne produirait. Les économistes parlent ici de passagers clandestins, ce réflexe où chacun préfère que le voisin paye pour un service dont tout le monde profitera. Laissé au seul marché, le bien n'est jamais produit, et il faut une décision collective pour le faire exister. Et l'Europe connaît déjà cette histoire, elle l'a vécue avec Galileo. Souvenez-vous de son système de positionnement par satellite, longtemps moqué comme un gouffre, un doublon inutile du système américain, plombé par les retards et les surcoûts. Il aura fallu près de 20 ans et beaucoup d'argent public, mais aujourd'hui Galileo fonctionne, et le jour où Washington couperait son signal sur un théâtre de crise, l'Europe aurait toujours le sien. C'est exactement la promesse d'Europa, lue sous ce jour. Non pas un concurrent de plus à OpenAI, mais une infrastructure publique de repli, un modèle qui parle toutes les langues de l'Union et que nul gouvernement étranger ne pourra débrancher d'un trait de plume.
Vu ainsi, le projet cesse d'être un caprice de Bruxelles. Il devient une police d'assurance contre une dépendance qui, ce mois-ci encore, s'est rappelée aux mauvais souvenirs des Européens. Reste à savoir si l'assurance couvre vraiment le risque ou si elle n'en paie que l'apparence. Chapitre 4. La souveraineté ou son apparence. On peut télécharger un modèle. On ne télécharge pas l'usine qui l'a fabriqué. Car le mot souveraineté cache un piège. Un modèle ouvert, c'est un fichier de poids qu'on télécharge et qu'on fait tourner où l'on veut. Très bien, mais ce fichier, il faut d'abord l'entraîner, et l'entraînement réclame une montagne de calculs. Sur quoi tourne alors le cluster de Domine, le chef de file d'Europa? La réponse dérange. Sur environ 6000 puces Nvidia de génération Blackwell, en cours de déploiement, selon les informations publiées. Autrement dit, le modèle souverain européen naîtra sur du silicium conçu en Californie et gravé à Taïwan. Pire, les propres supercalculateurs publics de l'Union, ce fameux Jupiter compris, tournent eux aussi, pour l'essentiel, sur des puces Nvidia. La souveraineté s'arrête à la porte du centre de données. Il y a bien une exception, et elle est savoureuse. Les machines qui gravent ces puces, les plus complexes jamais construites, ne sont fabriquées que par une seule entreprise au monde, et elle est européenne, le néerlandais ASML. L'Europe tient donc un maillon vital de la chaîne, mais pas celui qui portera son nom sur le produit fini. Le même raisonnement vaut pour les cerveaux. Les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle se comptent par centaines dans le monde, et beaucoup d'Européens parmi eux travaillent déjà à Londres ou en Californie, happés par des rémunérations qu'aucun budget public du continent n'alignera. Le paradoxe est cruel. Une bonne partie des cerveaux qui font l'intelligence artificielle américaine sont nés et ont été formés en Europe, sur fonds publics, avant de traverser l'Atlantique. L'Union a payé l'école, le rival récolte le diplômé. Bâtir un modèle public sans rien faire pour retenir ses talents, c'est remplir un seau percé. Et puis il y a le temps. Europa promet une livraison sous 1 an, ce qui dans cette industrie est une éternité. Quand le modèle paraîtra, les géants américains et chinois auront sorti 2 générations de plus. L'Europe livrera, au mieux, un excellent modèle de l'an dernier. Et il y a une ironie plus profonde encore. Pour entraîner ce modèle censé la franchir, l'Europe doit aujourd'hui louer la puissance de calcul de son rival. Elle lui emprunte l'outil même de son indépendance. Construire prend des années et des dizaines de milliards. Louer ne coûte qu'un contrat, mais qui loue ne possède pas. Et le jour où le bailleur change ses conditions, le locataire découvre l'étendue réelle de sa dépendance. Reste enfin une zone d'ombre. Un modèle ouvert dévoile ses poids, mais rien n'oblige à publier les données qui l'ont nourri, ni la recette de son entraînement. On adressait, il y a quelques jours à peine, ce reproche précis à un laboratoire américain qui se disait ouvert et souverain, tout en gardant ses données et son financement sous clé. Le mot « ouvert » est devenu un argument de vente, et il faut le manier avec des pincettes. La vérité, c'est qu'un modèle public ne sera pleinement souverain que le jour où l'Europe maîtrisera aussi le matériel qui le fait tourner et retiendra les cerveaux qui le conçoivent. Sans cela, Europa restera un moteur magnifique, posé sur un châssis qui ne lui appartient pas. Chapitre 5. Galiléo ou Quaero. Entre le bien commun qui tient et le monument qui rouille, il y a des signaux. Alors comment savoir dans 2 ans de quel côté Europa aura basculé? En guettant quelques signaux très concrets plutôt qu'en écoutant les communiqués. Tout commence par la livraison. Un modèle qui sort dans les temps, sans glisser d'année en année comme tant de projets publics avant lui, serait déjà une petite révolution culturelle. Mais sortir ne suffit pas. Encore faut-il que des administrations, des entreprises, des chercheurs s'en emparent pour de vrai, au lieu de le télécharger par curiosité avant de l'oublier sur une étagère. Un bien public que personne n'utilise n'est plus un bien public, c'est un monument. Vient ensuite l'épreuve du temps long, celle de la gouvernance. Les 27 tiendront-ils ensemble pour réentraîner et refinancer le modèle, génération après génération, ou se déchireront-ils comme la France et l'Allemagne sur Quaero? Et derrière tout cela se cache la question la plus lourde, celle du socle. Tant que l'Europe louera ses puces et son calcul à l'étranger, sa souveraineté logicielle reposera sur des fondations qui ne sont pas les siennes. Le vrai test, au fond, c'est de savoir si elle progresse aussi sur ce terrain-là, celui des machines et des cerveaux, pendant qu'elle célèbre son modèle. Pour un dirigeant, un responsable public, un simple citoyen, la grille tient en une image. Europa peut devenir un Galiléo, cette infrastructure qu'on raillait et qui, 20 ans plus tard, rend l'Europe un peu plus libre de ses mouvements. Ou un Quaero, une annonce flamboyante qui s'éteint dans l'indifférence et la note de frais. Concrètement, si vous dirigez une entreprise ou une administration européenne, le bon réflexe n'est pas d'attendre le modèle parfait. C'est de suivre ces signaux à la trace et de vous demander à chaque étape si Europa devient un outil que vous pourriez vraiment brancher dans vos systèmes ou une vitrine
qu'on admire de loin. Car le vrai danger n'est pas l'échec technique qui se rattrape toujours. C'est l'abandon à mi-chemin, ce moment où, faute de résultats spectaculaires immédiats, les budgets se tarissent, les meilleurs s'en vont, et le projet s'éteint juste avant que la patience n'ait payé. Galiléo a frôlé cette mort plusieurs fois, sauvé chaque fois par une poignée de décideurs obstinés. Europa aura besoin des siens. La différence ne se jouera pas dans le génie des ingénieurs, qui est réel, ni dans la noblesse de l'intention, qui est sincère. Elle se jouera dans la patience, la constance et le courage rare de financer un bien commun même lorsqu'il ne rapporte rien, surtout lorsqu'il ne rapporte rien. C'est précisément là que l'Europe, jusqu'à présent, a le plus souvent trébuché. Pour le citoyen, pourtant, l'enjeu dépasse de loin la technologie. Un modèle qui parle sa langue et qu'aucune puissance étrangère ne peut lui couper, c'est, à l'âge de l'intelligence artificielle, une forme nouvelle d'indépendance, aussi concrète qu'un satellite en orbite ou qu'une centrale électrique. Encore faut-il avoir le courage de la payer dans la durée. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'Europe sait bâtir une intelligence artificielle, c'est de savoir si cette fois, elle saura ne pas l'abandonner en chemin. Vous écoutiez Europa, le modèle d'IA public de l'Europe. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le